D'ailleurs, à propos de parité, vous aurez remarqué qu'heureusement que Jean-Jacques Ayagon et moi-même sont là pour qu'il y ait la réelle parité, parce que c'est un plateau, et c'est bien de le où il y a 4 femmes et 2 hommes pour débattre. C'était suffisamment rare pour être signalé. Je ne m'en étais... Ben non, mais nous, on fait la balance, comme ça, on fait 50-50, comme ça, voilà. Alors, je vais demander à Françoise Dupas, donc qui dirige la scène musique actuelle Le Petit Faucheux, parce que Le Petit Faucheux, c'est d'abord une scène musique actuelle particulière, hein, puisqu'elle consacre, son projet artistique est autour du jazz et des musiques improvisées. J'ai cru que vous étiez 6-7 en France à avoir ce projet, que par ailleurs c'est une scène musique actuelle ouverte sur la pluridisciplinarité, hein, puisque vous travaillez avec des danseurs, avec des chorégraphes, avec Thomas Lebrun, je sais que vous faites des choses, vous avez un auteur en résidence, des plasticiens, etc. Et puis, dans un texte que tu m'as envoyé, bon, tu pointes un certain nombre de choses, voilà, et puis sur lesquelles je pense que ça va pouvoir faire réagir. Tu dis, j'ai une impression de monotonie. Il y a une impression de monotonie, avec diktat du remplissage, pression des médias, tentation de l'événementiel, attrait de l'animation. Tu continues et tu parles d'un sentiment aussi d'un renoncement politique. C'est des questions que tu poses, hein, c'est des questions. Tu dis peur du risque, démagogie, populisme, rentabilité. Les pionniers ont-ils disparu, hein, où sont les militants bâtisseurs? Et puis, tu termines en disant un sentiment qu'il y a une reproduction d'un modèle ancestral. Hein, donc, là, la barque est lourde, là, hein, quand même. Et voilà, j'aimerais que sur ces questions-là, à partir, un peu comme chacun l'ont fait jusqu'à présent, à partir de l'expérience qui est la tienne, de cette SMAC extrêmement vivante, extrêmement collaborative avec les autres acteurs CCN et CDN qui sont à tes côtés à Tours, mais aussi le Centre d'art contemporain de Bray, voilà, que tu me parles de ça. Et puis après, que tu avances un peu sur... c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi. Hein. Voilà, alors il faut que tu assumes maintenant, publiquement. Et j'assume. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont évidemment être en écho aussi à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'impression de monotonie, alors elle est plus en effet au niveau de la musique peut-être. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer et je pense que plein de choses sont possibles. Et j'ajouterais aussi à cette idée de déhiérarchisation la notion de décloisonner, qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment décloisonner, qu'on a tout intérêt à travailler ensemble, que les artistes ont cette envie-là en tous les cas, forte, et qu'il faut qu'on soit à l'écoute de cette envie. Et que c'est vrai que même si alors on a un label en effet, qu'on est spécialisé en effet, mais en fait finalement on est très diversifié dans notre spécialité et c'est ce qu'on revendique. Et je pense que c'est ce qui va nous sauver, en fait. C'est ce qui va nous sauver, à la fois parce qu'on répond à une demande forte des artistes, et à la fois dans cette question aussi des publics. Quand tu dis ça va nous sauver, parce que qu'est-ce que tu entends quand tu dis ça va nous sauver? Parce qu'en effet, moi, je crains un petit peu que on est en train de... donc les labels, c'est très bien. Ce fameux modèle français que tu posais en introduction, c'est très, très très bien. Et je pense que ça a fait avancer énormément de choses et que ça a permis énormément de choses, et notamment une participation plus partagée des collectivités territoriales et un investissement voilà, complémentaire et certainement salutaire. Mais ce que je crains peut-être aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas non plus que les labels soient une chape et un modèle qui devienne étouffant, voilà, qui devienne finalement contraignant. Et qui deviennent trop, voilà, qui nous étouffent et qui nous enferment en fait dans des choses, ouais, des comment
Dans le fait qu'on programme un peu tous la même chose, dans le fait qu'on ait un peu tous les mêmes projets culturels et artistiques. Là, les cahiers des charges et des missions de tous les labels ont été revisités et donc on fait l'objet de nouveaux décrets l'année dernière, donc c'est tout à fait récent. Donc c'est bien d'avoir un cadre de travail, évidemment c'est important, mais dans ce cadre de travail, il faut qu'on garde une marge de liberté. Voilà, c'était très bien ce qu'a dit le président du conseil départemental, je trouve, sur cette notion de liberté qui est extrêmement importante, parce que sinon ça va nous figer, ça va nous arrêter, ça va nous empêcher. Et je pense que c'est vraiment tout le contraire qu'il faut qu'on fasse. Après, en effet, sur la question du diktat du remplissage, aujourd'hui, on est quand même administrativement saturé aussi de demandes de chiffres. On est beaucoup porté sur le quantitatif. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aussi de regarder le quantitatif que de valoriser le qualitatif, voilà, d'en parler. Mais voilà, ça c'est un vrai souci. Et sur cette question de l'élargissement des publics, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit en phase avec nos partenaires sur pourquoi. C'est quoi le but de l'élargissement des publics? C'est de remplir nos salles? Ou bien est-ce que c'est de participer en effet à la culture Donc ça c'est une vraie question et je pense qu'elle est vraiment importante. Je pense qu'en effet c'est important d'envisager aussi les projets un peu différemment. C'est vrai que nous on envisage en effet notre projet. Notre lieu, c'est pas un point d'arrivée pour les publics, c'est plutôt un point de départ en fait dans notre projet culturel et artistique. C'est-à-dire que voilà, notre but, c'est pas de vendre des cartes d'adhérents et des places, etc. Alors, bien évidemment, cette question du remplissage, on l'a toujours en tête constamment, et c'est une question importante. Et il faut faut pas qu'on soit déphasé par rapport à nos publics. Mais en tous les cas, la question de notre projet culturel et artistique, nous on l'envisage d'abord en fonction de la question des publics. Où est-ce qu'on vit, avec qui, et du coup, comment on peut les toucher? Voilà. Donc notre lieu, c'est vraiment, voilà, c'est pas un point d'arrivée pour les publics, c'est vraiment un point de départ. Après, sur la question de la parité, et ce que tu as dit aussi, donc la parité homme-femme, on en a parlé, évidemment, c'est une question extrêmement importante. Mais il y a aussi la question de la parité dans la notion de prise en compte, en effet, et de la répartition des moyens. Alors moi, j'avais noté une petite phrase d'un peintre, même si on est dans le spectacle vivant, et justement, et qui pour moi résumait assez bien ce qui se passe aujourd'hui. Et en tous les cas, voilà, une problématique qui est très actuelle. Donc c'est Miro qui dit « Pour moi, un brin d'herbe a plus d'importance qu'un grand arbre, un petit caillou qu'une montagne, une petite libellule a autant d'importance qu'un aigle. Dans la civilisation occidentale, il faut du volume. C'est l'énorme montagne qui a tous les privilèges. » Et je pense que c'est un peu notre problème aujourd'hui. Voilà. Bon, alors là, je me tourne vers chacun des... Je cherche la montagne, j'en ai une, et quand même le phénix, qui est quand même, avec ce nom glorieux de phénix, indestructible, volatile, qui renaît de ses cendres. En plus, ça a presque été le cas au phénix. Bon, donc, Romaric, c'est son premier mandat. Tu as été nommé il y a assez peu de temps, à vrai dire. 8 ans. 8 ans, c'est ça. Ça reste raisonnable. Oui, non, mais vous rigolez, mais je vous assure, 8 ans, c'est très, très jeune. Je peux vous dire, bon, les choses changent, parce qu'heureusement, il y a les départs en retraite, tout ça, qui permettent d'ouvrir un peu le circuit. Donc, voilà, en tout cas... tu es directeur donc, de cette scène nationale. Scène nationale, je le disais en introduction, qui est sur un territoire extrêmement blessé. Tu nous disais hier soir que dans certains endroits, 65% de vote pour le Front National. Et donc, toi, tu es parti et tu dis, voilà, notre espace commun, c'est le combat que nous avons choisi. Et on sent que dans ce qui t'inspire sans arrêt, que ce soit à travers les ateliers nomades, que ce soit à travers ces temps forts que tu fais, qui sont des moments de respiration, c'est d'ouvrir un en commun, de faire communauté dans un territoire où visiblement la question de la communauté est fortement atteinte. Donc je te laisse développer sur ces questions-là qui sont aussi
je t'ai demandé de venir parce que ça a été dit tout à l'heure. Il faut arrêter de dire les cahiers des charges, etc. Oui, il y a des cahiers des charges, c'est clair. Oui, il y a des labels, c'est clair. Mais en même temps, comment on peut expliquer les différences que nous avons? Ça veut dire que grosso modo, il y en a qui font leur boulot et d'autres qui le font moins bien. Il y en a qui ont du talent et d'autres qui en ont beaucoup moins. Parce que c'est ça aussi. Je crois qu'il y a un proverbe arabe que j'ai lu dans le livre de Dominique Hédé il y a quelque temps, qui dit, je trouve formidable, qui dit « Une seule main ne peut pas applaudir ». Ça veut dire qu'il faut être deux, quoi, hein, et que les responsabilités elles sont rarement que d'un seul côté, et que je trouve important, dans le cas de la scène nationale du Phénix, tu as fait la démonstration qu'à l'intérieur d'un modèle ancien, hein, qui est quand même celui des maisons de la culture, parce que scène nationale, ce n'est qu'un habillage de ce qu'étaient les maisons de la culture et les centres d'action culturelle. Il n'y a pas une naissance d'un nouveau label. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a réduit 3 labels en un. Ça pourrait inspirer pour le futur. Mais donc, voilà, je te laisse partir sur à la fois ton expérience et comment on travaille dans un territoire comme le tien, à Valenciennes et le Valenciennois. Merci, merci Fabien. Peut-être pour rebondir sur la citation d'un peintre et par rapport à cette question d'héritage, il y a cette phrase qui est très connue de René Char justement qui dit que notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Et voilà, moi je suis allé à Valenciennes il y a 8 ans, j'avais 32 ans quand j'ai été nommé, de manière un peu tête brûlée, parce que j'avais vraiment envie de me confronter à un territoire aussi qui avait besoin de ça, un territoire qui était et qui est toujours très difficile. Je venais de passer auparavant cette année à Annecy, qui était un territoire beaucoup plus favorisé, beaucoup plus riche, où le travail du théâtre était pas du tout le même. Donc voilà, j'y suis allé pour un peu comme une sorte de défi pour voir si on pouvait réexpérimenter, redécliner, réinventer, comme disait David tout à l'heure, réinventer quelque chose. Et je crois que le cahier des charges, effectivement, alors on peut le voir comme quelque chose de très contraignant pour les différents labels. Moi, je crois que les mailles du filet sont quand même très larges et qu'on peut les interpréter, les décliner. Quand j'interviens devant des étudiants qui me demandent « mais c'est quoi votre métier de directeur artistique, directeur de théâtre ?» On ne comprend pas trop. Je leur dis souvent c'est tenir d'une main le rapport à l'histoire des arts, le rapport aux esthétiques, le rapport à la critique, je crois que c'est extrêmement important, le rapport à l'histoire des idées, et de l'autre main le rapport à un territoire. Et qu'en fait on est là à sans cesse essayer de faire dialoguer les deux, et qu'on peut tout à fait mener des expérimentations à plein de niveaux. Donc pour en dire quelques-unes à Valenciennes, il y a eu justement toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que cet héritage de la décentralisation de ces maisons de la culture. On a voulu réfléchir en mettant peut-être plus le curseur sur la valeur d'usage plutôt que la valeur esthétique. C'est Adorno qui faisait cette distinction entre valeur d'usage, valeur esthétique, en essayant de retransformer le lieu comme un lieu de vie. On a créé une crèche, on a réanimé un restaurant-bar, on a fait lancer une formule d'abonnement mensualisé. On a travaillé de manière très transversale avec les secteurs de la formation professionnelle, avec les secteurs sociaux, avec bien sûr prison, hôpital. On a un partenariat avec l'hôpital de Valenciennes. On fait une saison décentralisée à l'hôpital de Valenciennes. Il nous amène près de 60 000 € par an pour faire ça. Enfin voilà, on a essayé de réfléchir à quelque chose qui me semble très important, que Bernard Stiegler a beaucoup nourri en fait, ce qu'il a accompagné la première année du projet. Il est venu faire 3 conférences, ce qu'il appelle l'économie de la contribution. Je crois qu'on a enfermé notre modèle de décentralisation dans une économie, je dirais, comptable. Ça a commencé avec la question du taux de remplissage, l'appréciation de nos économies. Là, on est sur du volume d'emploi, etc. Mais il n'y a pas du tout, on est donc sur une économie plutôt
comptable, un modèle très libéral, très financier, et on ne prend pas en compte l'économie de la contribution, qui est plutôt un modèle des économies sociales et solidaires, de comment est-ce que toute la richesse sur un territoire, des différentes parties prenantes viennent nourrir un projet. Alors peut-être qu'on n'ira pas rapidement jusqu'aux indicateurs du Bhoutan pour savoir si le taux de bonheur qu'on apporte à la population est important, mais je crois qu'il y a un vrai pas à faire dans la critique, dans l'évaluation des modèles qu'on a à mettre en place. Parce que la société a complètement changé, parce qu'effectivement, il y a, avec l'apparition des nouvelles technologies, la pratique culturelle des écrans, pratique culturelle des Français, un rapport beaucoup plus horizontal, une nécessité de découvrir le théâtre par la valeur d'usage, c'est-à-dire par la pratique, en faisant des ateliers de chant, de danse, de théâtre, en pratiquant. Parce que sur Valenciennes, l'expérience des ateliers nomades, on a travaillé avec... Développe ce que c'est. Oui. Qu'est-ce que c'est, ces ateliers nomades? Alors, c'est un projet qui a été réactivé, que j'avais lancé en 99. Je m'occupais d'un centre d'art contemporain à Belfort. C'était dans ce que Nicolas Bourriaud appelle toutes les esthétiques relationnelles. C'est dire que la place du spectateur, ça peut être celle d'être acteur et de participer à la création d'une œuvre d'art. Et c'est pas simplement en bout de course pour consommer, mais qu'il y a des artistes qui veulent travailler avec les populations comme une composante importante de leur processus de création. Donc on invite entre 5 et 7 projets par an, 7 projets d'artistes. Il y a eu Roméo Castellucci, Maria Laribotte, Pascal Rambert, là cette année la compagnie XY, des plasticiens aussi, qui viennent travailler en fait pour faire des aventures participatives. Et nous, en fait, on fait le travail de producteur, c'est-à-dire qu'on mélange en fait les populations, souvent pour moitié des amateurs qui viennent naturellement et pour moitié des populations défavorisées qu'on va chercher avec tous les relais sociaux. Et donc sur le plateau avec Pascal Rambert, je me rappelle la première expérience, il y avait un chef d'entreprise et quelqu'un qui était en centre d'accueil de jour juste à côté. Et il y a cette question de la cohésion sociale, la réflexion aussi sur la politique de la ville et du territoire. Et je crois qu'il y a plein de modèles transversaux à inventer. Et c'est cette expérience des ateliers nomades. Vous pouvez aller sur Internet, il y a des documentaires à chaque fois sur ces expériences-là. Et en fait, ce qui est très intéressant par rapport à la population qui est très défavorisée, dont tu parlais tout à l'heure sur le territoire, c'est qu'ils se retrouvent sur un plateau face à une personne qui les implique dans une aventure humaine. Parfois, les amateurs connaissent pas plus Pascal Rambert que Shakespeare ou Molière, puisque comme il n'y a même pas les appréhensions premières, le socle de culture commun n'existe pas, quoi. Et donc c'est par la sensibilité, je dirais presque la sensorialité de la pratique artistique qu'il rentre dans le processus de création contemporaine. Et là, il y a quelque chose, il y a un modèle d'avenir à mon avis qui est extrêmement important, où je ne sais pas s'il faut qu'on pousse jusqu'à ce que nos lieux deviennent comme des clubs de gym où on puisse venir pratiquer le théâtre, pratiquer la danse, rencontrer, croiser des gens. Il y a eu des pistes comme ça au 104 et des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais il y a des modèles, je crois, à l'époque où face aux écrans, face à tout ça, on a besoin de réinvestir le corps. Les seuls lieux qui peuvent offrir ça dans une ville et sur un territoire, ce sont les lieux de théâtre, ce sont les lieux de danse, ce sont les lieux de pratique. C'est quand Maud, elle lance la saison en étant sur le parvis dans la ville et en faisant danser les gens, ce que fait Boris aussi en faisant danser la ville. Il y a des choses aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes sur comment est-ce qu'on réinvestit un espace de commun, de pratique commune. Merci. Je vous avais dit que le modèle français était un modèle vivant. Vous avez des exemples de vie bien vivante. Je crois que Jean-Jacques, tu souhaitais peut-être intervenir un peu en fonction de ce que tu as entendu. Et puis ensuite, je demanderai à Cathy et à Valérie, j'ai des petites questions en réserve pour chacune d'entre vous. Voilà. Merci Fabien. Non, juste une toute petite observation, un tout petit commentaire. Nous avons entendu 4 responsables de structures de scènes labellisées, un centre dramatique national, une scène nationale, une SMAC et un centre chorégraphique national.
tous, Maud, David, Romaric, Françoise, finalement, nous ont prouvé que les labels, dont on pouvait craindre qu'ils soient des terminus, étaient en fait des pistes d'envol, et que malgré le caractère systématique, malgré le caractère normatif de ces labels, notamment au moment de la signature des conventions avec le ministère de la Culture, avec la direction générale de Régine Atchando, on pouvait en faire quelque chose. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de fois où le mot invention, réinvention, ouverture, décloisonnement sont revenus dans vos discours. Ce qui m'a également frappé, c'est que les uns et les autres, vous considérez que ces lieux ne sont pas des lieux refermés sur eux-mêmes, mais sont des lieux qui ont un rapport profond avec la société qui les entoure, et surtout quand ces sociétés sont des sociétés terriblement blessées par l'histoire récente qui s'est imposée à elles. Et donc on a le sentiment que dans ces lieux, il ne s'agit pas simplement d'inventer une façon ou une nouvelle façon de faire le spectacle, de faire de la création, de faire de l'art. Il s'agit aussi d'une manière, une occasion d'y inventer une nouvelle façon de faire la société. David, tout ce que vous nous avez dit sur l'éradication des inégalités entre les femmes et les hommes, entre ceux qui sont issus de notre continent et ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui pensent d'une certaine façon et ceux qui pensent d'une autre façon, ce sont des leçons et des leçons excellentes pour la société dans laquelle nous vivons les uns et les autres, qui justement doit savoir inventer ces nouvelles manières, non pas seulement de faire spectacle, mais de faire société. Et donc je suis plutôt optimiste sur la suite des choses, et même optimiste sur les labels qu'on s'apprêtait à critiquer. Voilà, bon, on a déjà atteint un peu notre objectif. Merci Jean-Jacques.